Colonel, vous avez mentionné que le gouvernement français a décidé d'inscrire votre nom sur la liste des sanctions et qu'il l'a présenté à la Commission des Affaires étrangères de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est exactement? Qui en décide? Qui se cache derrière cette liste? Est-ce Kaja Kallas et les personnes sous son autorité? Savez-vous qui en est responsable et qui la met en œuvre? Est-ce le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne? Non, c'est le Conseil européen. C'est le Conseil européen, ce qui signifie que cette décision a été proposée et autant que je sache, la liste a été soumise au Conseil européen le 27 novembre. Il a été décidé, je crois, je peux me tromper, je ne suis pas tout à fait sûr, mais cela a été accepté ou validé, pourrais-je dire, le 10 décembre par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMOE. Le fait est que le problème n'est pas tant de savoir qui a mis mon nom sur la liste, même si cela pourrait être une question légitime, car il est très étrange que le gouvernement français décide d'inscrire un citoyen suisse sur la liste des sanctions. Exactement. C'est pour cela que je pose la question. C'est très étrange. Mais vous savez, plus rien ne me surprend. Le problème, c'est que lorsqu'on est inscrit sur une telle liste, il devrait évidemment y avoir une consultation avec les gouvernements concernés. Et la question qu'il faut poser est la suivante. Mon gouvernement, le gouvernement suisse, est tenu par la loi de protéger ses propres citoyens. Vous voyez? Eh bien, vous savez, poser la question, c'est y répondre. Voilà donc le premier point. Mais encore une fois, le problème, c'est aussi la procédure. Car même si ce sont les Français, eh bien, je ne sais pas d'où vient la décision au final. Ce sont peut-être quelques personnes obscures du ministère français des Affaires étrangères qui ont décidé que Baud était probablement un propagandiste. Vous savez, je ne connais pas exactement la logique derrière tout cela. Et c'est bien là tout le problème. Quand on fait quelque chose de mal, si on reçoit une amende pour excès de vitesse par exemple, on sait qu'on a roulé trop vite. Si on commet un vol, on sait qu'on a fait quelque chose de mal. Dans mon cas, je n'ai enfreint aucune loi. Alors quels sont les critères pour décider que quelqu'un est un propagandiste? Qu'est-ce que la propagande? Cela pourrait être la première question en fait, car rien de tout cela n'est défini. Mais lui, il sait ce que c'est. Donc, on vous accuse de quelque chose dont personne ne sait exactement ce qu'il s'agit. Et même si c'était de la propagande, disons, les gens ne savent même pas qui en bénéficie. Parce que si vous lisez le texte de la sanction, c'est attribué à la Russie. Ils ne savent même pas qui est le bénéficiaire de cette propagande, de cette désinformation ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, on vous accuse de vol, mais personne n'a été volé. Je veux dire, à qui avez-vous volé? Personne ne le sait. Vous êtes tout de même accusé. C'est censé être quelqu'un, mais on ne sait pas vraiment qui. Voilà, c'est exactement le problème dans lequel nous nous trouvons. Et cela montre en fait que nous sommes dans une situation semblable à celle de la fin du XVIIe siècle, où le roi pouvait simplement décider « Eh bien, vous êtes coupable, point final ». Il n'avait pas à justifier quoi que ce soit. Vous n'aviez aucun moyen de contester cela, parce que c'était le roi. Il décidait que vous étiez coupable de quelque chose. Il n'avait même pas besoin de le prouver. C'était une simple accusation, et il appliquait une sanction avant même que vous puissiez vous défendre. Nous sommes revenus au XVIIe siècle, à l'époque où il y avait des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Descartes, tous ces penseurs de ce qu'on appelle en français le siècle des Lumières. Je crois qu'en anglais on dit « the Enlightenment » ou quelque chose comme ça.
Mais c'est au cours de ce siècle que les gens ont commencé à réfléchir à ce qu'est la démocratie, à la manière dont l'État est ou devrait être gouverné. L'État de droit a vu le jour à ce moment-là, lorsque les gens ont commencé à comprendre et à élaborer les structures de l'État moderne, avec la séparation des pouvoirs que j'ai mentionnée auparavant, les branches exécutives, législatives et judiciaires. Les trois travaillent ensemble, mais elles se contrôlent et se surveillent aussi mutuellement, afin de garantir que les décisions politiques soient prises dans l'intérêt du peuple, et non simplement à cause de la mauvaise humeur de quelqu'un dans un bureau obscur. Carl, we really are, Colonel, nous sommes vraiment désolés de ce qui vous arrive en Europe. Et quand je regarde l'Europe aujourd'hui, eh bien j'ai eu l'occasion d'y être et d'y vivre. Je suis heureux de ne pas y vivre maintenant, parce que c'est une véritable dictature. Je ne sais pas comment appeler cela autrement qu'une dictature. Quand on n'autorise pas son peuple, ses citoyens, opposés à la guerre, tout ce dont nous avons parlé, vous savez, nous avons fait de nombreuses sessions ici dans ce podcast. Et à chaque fois que vous parliez de la manière d'éviter la guerre, de mettre fin à la guerre, d'apporter la paix en Europe, de construire une Europe prospère et puissante. Mais après toutes ces discussions, des heures et des heures de débat, on vous qualifie de propagandiste russe. C'est au-delà de toute compréhension. Je ne sais pas comment traduire cela, comment l'interpréter. Eh bien, vous savez, votre question, c'est très bien que vous introduisiez la paix dans le débat, car le gouvernement français prône la poursuite de la guerre et m'accuse de diffuser une propagande contraire à ce qu'il veut faire. Mais la France, comme d'autres pays d'Europe, a en réalité signé le pacte sur la liberté d'opinion, qui, si je ne me trompe pas, a été signé en 1966. Et dans l'article 20 de ce pacte, il est dit que la propagande en faveur de la guerre est illégale, ce qui signifie que je fais exactement le contraire de ce que fait le gouvernement français. Et pourtant, c'est moi qu'on condamne. Je suis condamné pour avoir fait quelque chose qui n'est pas illégal, tandis que le gouvernement français fait quelque chose d'illégal. Vous savez, comme vous l'avez dit, le but de tout cela, et c'est dans tous mes livres, et comme vous l'avez mentionné dans de nombreuses émissions, c'est que je défends une solution intelligente au problème. Autrement dit, lorsque vous voulez aborder un problème, vous devez comprendre les deux parties. En fin de compte, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Vous faites la même chose, même à un niveau personnel, si vous voulez servir de médiateur ou résoudre un problème entre vos deux enfants. Vous devez comprendre ce que dit l'un et ce que veut l'autre. Et vous essayez de trouver une solution qui satisfasse les deux parties. Vous pouvez punir les deux, mais si vous voulez une solution pacifique, vous essayez de prendre en compte la perception de chaque camp, ce qui signifie que vous devez comprendre les deux. Et cela s'applique exactement de la même manière au pays. J'ai fait exactement cela dans des arbitrages ou des médiations de conflits tribaux, par exemple, ou de conflits interfactionnels en Afrique. Des situations de ce genre. Vous ne prenez pas parti. Vous ne dites pas, eh bien, vous avez raison et vous avez tort. Non, vous allez vers les deux. Parce que, comme je l'ai dit, tout le monde dans un conflit pense avoir raison. Sinon, il ne se battrait pas vraiment s'il était convaincu d'avoir tort. Cela signifie que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les deux parties pensent être du bon côté. Cela veut dire qu'il faut comprendre les deux. C'est pourquoi une soi-disant négociation de paix qui ne prend en compte qu'une seule partie est un échec programmé. Car évidemment, si l'on veut un accord de paix, les deux parties doivent se comprendre et s'accorder sur une position commune. Il n'y a pas moyen de faire autrement.
Si vous voulez la paix, même si vous détestez Poutine, Zelensky ou qui que ce soit, vous devez comprendre leur position et l'intégrer dans le règlement final, quel que soit votre avis à ce sujet, car c'est la seule manière d'obtenir la paix. J'ai expliqué à de nombreuses reprises qu'une négociation, c'est essentiellement cela. Vous avez la partie A avec sa position et la partie B avec la sienne, et bien sûr, au départ, elles sont très différentes. Le but même d'une négociation est de rapprocher progressivement ces positions. Cela peut prendre des années, des mois ou des semaines. Peu importe. Cela ne peut pas être imposé de l'extérieur. Cela doit être accepté et intégré par les deux parties. Ainsi, si vous voulez y parvenir, vous devez comprendre que les deux parties peuvent avoir des points de vue différents et vous devez accepter qu'elles aient des points de vue différents. And you have to accept that they have different views. You can help them to bring their views. Vous pouvez les aider à rapprocher leurs points de vue. Mais au bout du compte, c'est bien là tout l'enjeu. Il faut accepter l'idée même que les deux parties ont des positions distinctes et que ces positions sont en réalité légitimes. Nous ne pouvons pas, en tant que Suisse, Union européenne ou autre, imposer la paix en Ukraine. Au final, la paix surviendra, que vous aimiez ou non l'une ou l'autre partie. Elle sera conclue entre les deux camps en guerre. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ce seront ces deux parties qui la feront. Ce qui signifie que vous le vouliez ou non, vous devez accepter qu'elles aient des points de vue différents et vous devez comprendre ces points de vue afin de les aider à parvenir à une position commune qui deviendra, en fin de compte, la pierre angulaire d'un accord. Cela signifie encore une fois que si vous ne faites pas l'effort de comprendre ce que disent les Russes, vous n'arriverez à rien. Mais aujourd'hui, et c'est très intéressant d'ailleurs, même si j'essaye de garder une certaine objectivité neutre dans mes analyses, c'est tout de même considéré comme de la propagande. Réfléchissez-y. Cela montre à quel point ce monde est devenu étrange. Parce que même si vous essayez de rester objectif, c'est quand même étiqueté comme de la propagande. Et la France n'est officiellement, du moins en théorie, pas en guerre avec la Russie, pas plus que l'Union européenne. Du moins, c'est ce qu'ils affirment. Alors on peut se demander, et donc? Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous. Nous savons que la situation s'aggrave, mais nous espérons que vous pourrez trouver une solution pour vous débarrasser de ces sanctions et de leurs effets. C'est difficile. C'est difficile. Merci beaucoup pour cela, et merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de présenter et d'expliquer ma situation. Mais je pense qu'il est encore plus important de participer à des émissions comme la vôtre, car comme je l'ai dit, mes sanctions sont une décision politique. Et si les gens réagissent à cela, s'ils commentent, partagent toutes ces émissions et expriment leurs opinions à ce sujet, cela peut aider ma cause. Parce que, au bout du compte, encore une fois, ce n'est pas une question juridique, c'est une question politique. Ce qui signifie que plus les gens diront « Eh bien, arrêtez avec ça », plus cela aidera ma cause. En fait, c'est pour cela que je pense qu'il est très important d'être présent sur les réseaux sociaux, et je veux dire pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des émissions comme la vôtre. C'est ce que je voulais dire. Et tout le travail que vous faites est en ce sens extrêmement utile, car il aide à expliquer, il offre non seulement une tribune pour moi, mais aussi pour tous ceux qui suivent l'émission, afin qu'ils puissent dire qu'ils ne sont pas satisfaits de ce genre de décision, qu'ils ne sont pas satisfaits de ce genre de société, qui veulent quelque chose de plus juste, de plus tourné vers la paix et la compréhension mutuelle, et tout cela.
Donc bien sûr, à première vue, cette émission me donne une plateforme pour exprimer mon opinion. Mais si tu regardes tous les commentaires sous la vidéo sur YouTube, c'est là que beaucoup de gens peuvent aussi exprimer leurs opinions, leur dégoût, leur sympathie ou autres. Et c'est extrêmement important, car au bout du compte, c'est exactement ce qui fera pencher la balance en ma faveur. At the end of the day, that's exactly what will put weight on the balance in my favor.